Je voudrais tout d'abord doublement remercier le RRI, le réseau de recherche en innovation. D'une part, pour nous avoir permis ou sollicité pour co-encadrer avec Béatrice Dumont ce numéro spécial de technologie et innovation. Et ensuite, eh bien, pour nous donner l'occasion de le présenter aujourd'hui dans le cadre des mardis d'innovation. Alors, je vais faire la présentation seule, car Béatrice Dumont a une autre conférence en parallèle toute la journée. Donc, elle n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Alors, d'une certaine manière, ce numéro spécial, on peut le voir comme un prolongement ou un approfondissement d'une autre publication sous forme d'ouvrage que nous avions coécrit, Béatrice et moi-même, et là encore grâce au réseau recherche en innovation, au RRI, ouvrage qui s'intitulait Patents, Planting or Restricting Innovation, dans sa version anglaise publiée sur Wiley, puisque, comme dans toute cette collection, il y a également l'équivalent français publié chez ISTE. Et dans cet ouvrage, parce qu'il convient de positionner un petit peu les choses par rapport au numéro spécial de technologie et innovation, dans cet ouvrage, avec Béatrice, nous revenions sur le bien fondé ou pas d'un système des brevets pour stimuler l'innovation, et nous faisions en quelque sorte un tour d'horizon, une actualisation de la controverse sur le bien fondé des brevets. Alors en effet, il faut savoir qu'en matière d'innovation, contrairement à d'autres domaines de l'économie où il peut y avoir des défaillances de marché, je pense notamment à l'économie de l'environnement par exemple, eh bien, la particularité des défaillances de marché en matière d'innovation, c'est qu'on sait que même dans un cas théorique relativement simple, on ne peut pas corriger parfaitement le problème de défaillance de marché. Et ceci notamment parce qu'il demeure des problèmes d'asymétrie d'information qui sont fondamentales, à commencer typiquement par l'asymétrie d'information qu'il pourrait y avoir entre un planificateur ou un régulateur d'un côté et un inventeur de l'autre, dont on ne saurait pas exactement, ou en tout cas un chercheur, dont on ne saurait pas exactement s'il n'obtient pas de résultat parce qu'il ne fournit pas l'effort requis pour y arriver, ou s'il n'y arrive pas parce qu'intrinsèquement c'est difficile et donc en dépit de l'effort, rien n'est obtenu. Et donc, on est nécessairement avec une solution qu'on appelle dans notre jargon d'économie dite de second rang, c'est-à-dire qu'il reste une forme d'imperfection, même si on a amélioré les choses. Et typiquement, le système des brevets se place dans ce cadre-là. Il constitue bien en fait un arbitrage entre d'un côté la nécessité de créer une incitation monétaire pour les inventeurs à investir dans la recherche et développement, ceci en sécurisant notamment au moins à court terme des exclusivités sur l'exploitation de ce qui est breveté. Et puis à plus long terme, les gains sociaux de l'innovation que l'on retire par la divulgation et la diffusion la plus large possible des inventions. Ce qui fait que dans cette mise en balance, il y a forcément du pour et du contre, en faveur ou en défaveur du brevet. Et d'une certaine manière, pour reprendre un petit peu une référence qu'on utilise en introduction dans l'ouvrage, le brevet, c'est un petit peu comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Donc, ça peut être la meilleure des choses parce que ça permet de corriger le défaut d'appropriabilité des gains à l'innovation, et en cela, ça suscite les investissements en recherche et développement. Ça répond au dilemme entre incitation et divulgation, c'est ce que je viens d'évoquer il y a juste quelques instants. Un petit peu plus subtil, et ça on le développait déjà dans l'ouvrage, ça permet le développement d'un marché des technologies. C'est-à-dire que typiquement, si on a de petites entreprises qui ont des idées, qui inventent, mais qui n'ont pas les ressources financières, par exemple, pour passer à la phase d'industrialisation ou de commercialisation, grâce au brevet, elles vont pouvoir faire connaître ce qu'elles ont inventé et aller à la recherche d'une grande entreprise, par exemple, qui aurait, elle, les ressources pour passer à la phase d'industrialisation et de commercialisation. Ça, c'est rendu possible par le brevet. De même, il a été démontré dans la littérature que le brevet joue un rôle de signal favorable au financement des petites entreprises ou même des startups, typiquement, dans les opérations de capital risque. Les capital risqueurs utilisent les brevets comme un signal crédible de capacité inventive de la startup. Alors, les brevets, ça peut être aussi de la pire des choses. Des auteurs, par exemple Baldwin et Levin, qui ont insisté sur le fait que finalement, ils permettaient surtout de sécuriser des rentes et de protéger des positions et des inventions qui, de toute manière, auraient été obtenues sans le système des brevets.
Il y a également l'effet contre-productif de la tragédie des anticommuns, c'est-à-dire que quand il y a une profusion de brevets, finalement, si on veut passer à la phase d'industrialisation de technologies dites complexes, où il faut associer plein de brevets différents, eh bien, on peut démontrer que la négociation non coopérative des licences conduit finalement à un sous-investissement dans effectivement la phase d'industrialisation, de commercialisation des inventions. Il y a également un problème de litige et de développement de ce qu'on appelle les probabilistic patents, c'est-à-dire que les brevets ont pour particularité, comme droit de propriété, d'être des droits de propriété très peu sûrs, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'invalidation assez fort de ces brevets-là, de ces propriétés. Et puis enfin, le fameux problème des patent trolls, c'est-à-dire d'entités qui volontairement collecteraient des brevets qui ne sont pas d'elles, mais elles rachèteraient par exemple des brevets uniquement pour essayer de piéger des entreprises qui, elles, cherchent à exploiter leur propre propriété intellectuelle, mais à les piéger dans des procès, par exemple, en contrefaçon. Alors, sur cet aspect, c'est plus ambivalent parce qu'en même temps, les patent trolls peuvent inciter également les firmes à faire attention à ne pas entrer en infraction vis-à-vis des droits des autres. Et en ce sens-là, les patent trolls peuvent avoir un effet positif, notamment pour les petites firmes qui, elles, n'auraient pas les moyens de faire respecter leur propriété intellectuelle. Alors, comment se positionne le numéro spécial de technologie et innovation par rapport à tout ce tour d'horizon finalement sur les brevets? Bien, dans ce numéro spécial, on prend le système des brevets comme une donnée pour les entreprises. On ne revient pas sur est-ce que c'est justifié ou pas justifié d'avoir des brevets. Ce n'est pas l'objectif de ce numéro spécial. Par contre, on va se dire, bien, compte tenu de l'existence de ce système-là, que peut-on dire de la stratégie des entreprises ou qu'est-ce que nous révèle la stratégie des entreprises que l'on observe à travers les brevets ou encore que peut-on préconiser en termes de stratégie à adopter cette fois-ci par les entreprises en matière de brevets. Alors, vous noterez un glissement un petit peu sémantique, pardon. Le numéro spécial, normalement, c'est propriété intellectuelle. De facto, nous devons reconnaître que nous l'avons surtout abordé sous le prisme des brevets. Donc, nous n'abordons pas la question, par exemple, des droits d'auteur, nous n'abordons pas la question des marques, qui, non pas par désintérêt pour ces sujets-là, mais parce que finalement, il y avait déjà beaucoup à dire sur les brevets et ça permettait d'avoir une certaine cohérence d'ensemble en se limitant aux brevets. Alors, comment un petit peu décrire les différentes contributions à ce numéro spécial de technologie et innovation? Eh bien, on peut partir un peu de l'idée qu'un brevet, c'est une course à l'innovation. On le voit typiquement aujourd'hui avec les brevets sur le vaccin pour le ou la Covid-19. On investit, puis on essaye, on investit en R&D et on espère qu'on va être les premiers à trouver le vaccin et finalement à pouvoir capter le gain de commercialisation de ce vaccin. Après, on peut se poser différentes questions sur cette course à l'innovation. Premier type de question, dans quel sens courir? Et on n'est peut-être pas forcément dans une course de type des courses en athlétisme où il y a une piste bien définie. Il va peut-être falloir trouver dans quel sens on doit chercher et donc dans quel sens on doit courir. Donc, une des premières contributions au numéro spécial, celle de Didier Lebert et François-Xavier Meunier, examine un petit peu cette question en discutant plus particulièrement le choix stratégique entre exploration et exploitation en termes de recherche et développement par les entreprises. Alors, l'intérêt plus large de cette contribution, c'est que c'est une illustration de ce qu'on appelle les data analytics, c'est-à-dire le traitement des données de brevet. Alors, que ce soit des données que l'on peut transcrire sous forme numérique ou mesurée, mais également de plus en plus des données textuelles. Alors, eux s'attardent notamment sur le traitement des classes technologiques ciblées par les brevets pour essayer de voir si les entreprises elles creusent essentiellement à l'intérieur d'un champ relativement restreint de champs technologiques sur lequel elles seraient spécialisées, leur corps de compétences, ou au contraire, si elles arrivent à aller hors de leur sentier battu. Alors, ils ne s'arrêtent pas là, ils essayent également, d'un point de vue économétrique, d'analyser les déterminants de ce choix, notamment l'étendue technologique de l'entreprise, sa centralité dans le réseau de relations entre classes technologiques, la localisation du siège, notamment entre Europe, États-Unis et Japon. Deuxième question que l'on peut se poser dans cette logique de course à l'innovation, est-ce qu'une fois de plus, on est dans une course relativement fair-play, où on respecte des règles bien précises, comme on le fait par exemple en athlétisme,
ou est-on plutôt dans une course où un peu tous les coups sont permis, si je peux me permettre la comparaison, un peu une course à la baignure. Alors ça va faire, c'est abordé d'une certaine manière à travers cette fois-ci l'article de Valentin Lignot, article qui s'inscrit en quelque sorte dans la littérature un peu plus large de ce qu'on appelle les probabilistic patents, au sens, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du problème lié à ce que les brevets seraient des droits de propriété, mais facilement invalidables. Donc, plus exactement, ici, Valentin Lignot s'intéresse à cet aspect-là, mais relativement en amont dans la vie du brevet, puisqu'il s'intéresse plutôt qu'aux procédures de litige, donc devant des tribunaux, il s'intéresse à une procédure administrative, qui est la procédure d'opposition, qui a lieu devant l'office de brevet, une fois le brevet publié. Procédure qui permet par exemple à d'autres entreprises que le déposant de contester une revendication ou toutes les revendications qu'il y a dans le brevet, et donc de demander une diminution de l'étendue du brevet, fois une révocation complète du brevet. Alors, l'intérêt de s'intéresser aux positions, comme l'explique Valentin Lignot, c'est que l'information est exhaustive, il n'y a pas de biais dans l'échantillon de cas que l'on va traiter, parce que c'est systématiquement en fait recensé par l'office de brevet. Et donc, à travers ces oppositions, il a cherché à voir si elles étaient instrumentalisées, notamment pour servir de barrière à l'entrée, plus que pour protéger et valoriser des innovations. Pour ça, il regarde qui s'oppose à qui. Est-ce que, notamment, on observe essentiellement des oppositions de firmes en place contre des entrants potentiels? Et quelle est l'issue des oppositions? C'est-à-dire que si une opposition a une issue favorable, ça veut dire qu'elle était justifiée. Donc, a priori, ça n'a pas été une instrumentalisation de la procédure. Si par contre, on a un taux d'opposition assez important qui, au final, sont rejetés, ça veut dire que de la part des opposants, il y a une forme d'instrumentalisation de l'outil que constituent les oppositions. Et donc, Valentin Lignot applique ça à un secteur particulier, qui est celui des brevets sur les turbines éoliennes déposées auprès de l'Office européen des brevets, pour deux raisons. C'est que d'une part, il s'intéresse par ce biais à un marché fortement dynamique sur les 2 dernières décennies, et d'autre part, parce qu'il y a une disponibilité des parts de marché sur le marché des éoliennes, et donc ça lui permet de croiser avec des informations sur la position des acteurs sur le marché. Troisième question que l'on peut se poser, c'est est-on vraiment dans une compétition, comme à quoi renvoie typiquement le concept de course, ou est-on plutôt dans ce qu'on appelle une coopétition? Donc ça, c'est l'article de Nicolas Banctin qui s'intéresse à cet aspect de coopétition, c'est-à-dire finalement de coopération entre des concurrents, et il s'y intéresse notamment à travers, sous l'angle en tout cas, des aspects juridiques. Donc c'est un thème qui s'intègre dans le thème plus large de l'open innovation, de l'innovation ouverte. Le point important en innovation ouverte, et c'est là où ça a bien une raison d'être de traiter des questions d'innovation ouverte dans ce numéro spécial, c'est que les brevets ne sont pas antinomiques avec l'innovation ouverte, et c'est bien ce que nous explique Nicolas, puisque notamment, pour s'ouvrir aux autres, il faut montrer ce que l'on a fait, ce que l'on sait faire, ce qu'on a inventé, et réciproquement de la part des autres. Et pour pouvoir le montrer sans se faire finalement spolier de ce que l'on a inventé, il faut bien le protéger. Donc le brevet permet typiquement cette démarche d'innovation ouverte. Alors, ce que Nicolas Banctin analyse plus exactement dans sa contribution, c'est tout d'abord comment les contrats de coopération en R&D ont évolué pour aller vers de l'innovation ouverte et de la compétition. Ça part notamment sur deux développements, celui des comités de suivi, qui offrent une flexibilité pour faire face aux imprévus et aux opportunités, et la fonction de contract manager qui permet d'être proactif dans les opérations de coopération en R&D. Et dans un second temps, il examine les moyens juridiques de mettre en forme la coopétition, par exemple la gestion d'un portefeuille de droits d'exploitation. Est-ce que j'exploite moi-même ou est-ce que je cède des licences, les joint ventures et les co-brevets. Alors, quatrième et avant-dernière question qui est traitée dans le numéro spécial, peut-on courir pour les autres? Ça peut être curieux, mais finalement, c'est ce que nous analysons dans l'article que j'ai coécrit avec Béatrice, consacré au patent pledge, où nous cherchons à étudier plus particulièrement le patent pledge de l'entreprise Tesla. Vous savez peut-être que c'était en 2016,
que Elon Musk avait fait une annonce un peu tonitruante en déclarant voilà, tous les brevets Tesla sont ouverts à tous ses concurrents dès lors que bon, ils les utilisent d'une manière relativement fair-play vis-à-vis de Tesla. Et la question que nous posons, c'est est-ce qu'un tel comportement est désintéressé ou est-ce un cadeau empoisonné? Bon, évidemment, l'économiste étant par essence quelqu'un qui essaie de voir l'intérêt des acteurs, et bien évidemment, on peut se douter que c'est si désintéressé que cela. Pour analyser le cas donc, du patent de pêche de Tesla, nous avons analysé les positions de marché sur le marché de véhicules électriques. Nous avons comparé les portefeuilles de brevets et nous avons également comparé les opérations de coopération à travers les co-brevets de Tesla et de ses concurrents. Tout ceci pour procéder à un réexamen, alors, au moins du patent de pêche de Tesla, sous l'angle de la recherche de leadership. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle finalement montre qu'il n'y a pas finalement concurrence ou rivalité entre deux moyens ici différents de valoriser l'innovation. L'une qui serait ce qu'on peut appeler en bon français le temps d'avance, hein, le lead time en anglais, et l'autre qui serait la propriété intellectuelle. On voit qu'ici, vraisemblablement dans le cas de Tesla, il y a utilisation conjointe de ces deux instruments pour valoriser l'innovation. Alors, dernière question que l'on peut poser, et là je vais être beaucoup plus bref, que vaut le trophée finalement de cette course à l'innovation? Je pourrais dire que d'une certaine manière, on a l'impression de voir des brevets partout, en tout cas d'entendre tout le temps parler de brevets, mais de les voir partout, sauf dans les comptes des entreprises. Et c'est là que se pose la question de l'évaluation, de la reconnaissance comptable de cet élément incorporel particulier que constitue le brevet dans les comptes des entreprises. Ça, je vais dans quelques instants laisser la parole à Lionel Touché pour nous en parler. Au préalable, pour clore cette présentation sur le numéro spécial donc, que nous avons co-dirigé avec Béatrice Dumont, donc, comme vous avez pu le constater, nous croisons des contributions des sciences juridiques, des contributions dans les sciences comptables, financières, en économie. Il reste bien sûr bien d'autres disciplines qui auraient pu contribuer au numéro spécial, mais n'ont pas forcément toujours réussi à amener des contributeurs dans ces disciplines, mais ce n'est pas par déni du rôle de ces disciplines. Et j'ai peut-être un regret d'une certaine manière, c'est de ne pas, par exemple, avoir réussi à amener un historien à nous parler de l'histoire des brevets, car il y a beaucoup à apprendre de l'évolution du système de brevets, que ce soit en France ou à travers le monde. Donc, merci pour votre attention et je vais arrêter le partage d'écran pour laisser la parole. Parfait, merci pour ce tour d'horizon des brevets très complet, très intéressant. Et puis, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Lionel. Bien, bonjour à tous. Je ne suis pas familier de Zoom, j'utilise un autre outil, GoToMeeting, Meet ou Teams. Et c'est vrai que Zoom, je n'ai pas tellement l'habitude de l'utiliser. Bonjour, tout d'abord, merci pour cette invitation à présenter le papier que j'ai publié sous la direction de Béatrice et de Marc dans le dernier numéro de Technologie et Innovation. Ce papier porte sur le traitement comptable des brevets. Il s'interroge sur la manière dont les brevets sont évalués et reconnus au niveau des bilans des sociétés. Vous allez voir que c'est une vraie problématique. La comptabilité a du mal à intégrer les éléments immatériels tels que les brevets. Alors, la présentation va se dérouler de la manière suivante. Classiquement, une introduction suivi ensuite de deux parties. Dans un premier temps, on va regarder quelles sont les règles comptables qui s'appliquent au niveau des états financiers pour les brevets et donc quels enseignements on peut tirer de ces règles comptables, parce que ça a des incidences par rapport à la manière dont les brevets sont évalués dans les états financiers. Et puis ensuite, on s'intéressera aux travaux qui vont porter sur le contenu informationnel des brevets d'une manière plus large, des immatériels dans les états financiers. Est-ce que la manière dont les immatériels sont aujourd'hui pris en compte dans les états financiers, est-ce que ça apporte de l'information utile aux utilisateurs des états financiers que sont les investisseurs et les analystes financiers? Et puis je terminerai avec une conclusion.
Alors tout d'abord, comme tout un chacun le sait, les immatériels constituent aujourd'hui la principale source de croissance et de création des valeurs des firmes. Le problème, c'est que la comptabilité a été développée à une époque où les incorporels étaient insignifiants. Et par conséquent, on garde une trace aujourd'hui de cet historique d'une comptabilité qui a du mal à intégrer les éléments immatériels. C'est-à-dire que lorsqu'on parle sur le plan économique d'un investissement immatériel, cet investissement ne sera pas forcément considéré comme tel sur le plan comptable et pourra bien au contraire être considéré comme une charge, comme un coût. Au niveau du traitement comptable du capital immatériel de manière générale et des brevets en particulier, il y a deux traitements comptables possibles. Soit le brevet est inscrit au bilan, et donc dans ces cas-là, il apparaîtra, on connaîtra, en tout cas, il y aura une valeur qui apparaîtra au niveau du bilan pour le brevet, on verra à quoi correspond cette valeur. Mais dans un grand nombre de cas, les frais liés au développement du brevet apparaîtront en charge, c'est-à-dire que alors même qu'on est en train de faire des investissements qui viendront augmenter le capital matériel de l'entreprise et donc qui contribueront demain à créer de la valeur, comptablement, ces investissements pourront tout simplement être considérés comme des coûts, avec évidemment un impact négatif sur le résultat. Alors, la comptabilisation des brevets, ça relève, comme Marc l'a rappelé tout à l'heure, ça relève d'une problématique plus générale de la comptabilisation des éléments immatériels, que ce soit des brevets, des logiciels, que ce soit des marques. La problématique est la même. Les règles d'évaluation et de reconnaissance des brevets vont être différentes selon le référentiel comptable et selon le mode d'acquisition des brevets. Alors, selon le référentiel comptable, dans cette présentation, je vais surtout axer la présentation sur le référentiel comptable international, ce sont les IFRS. IFRS pour International Financial Reporting Standards, ce sont les normes comptables internationales qui sont aujourd'hui, c'est le référentiel comptable dominant aujourd'hui dans le monde. Vous avez plus de 150 pays qui utilisent ce référentiel, alors essentiellement pour ces modèles comptables, essentiellement pour les groupes cotés. À côté de ça, je ferai également on regardera également en parallèle ce qui se passe pour le référentiel français et puis également pour les US GAAP. Les US GAAP, ce sont les normes américaines aux États-Unis. Donc, les règles sont différentes d'un référentiel comptable à un autre selon le positionnement théorique pris par le normalisateur comptable. Ces règles diffèrent également selon le mode d'acquisition des brevets. Selon que le brevet est acheté ou au contraire développé en interne, eh bien, les règles comptables ne sont pas les mêmes et ça se traduira in fine avec des montants qui peuvent être radicalement différents au niveau des états financiers. Donc, dans cette présentation, il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'analyser les règles d'évaluation, de reconnaissance comptable des brevets pour voir quels enseignements on peut en tirer en termes de valorisation des brevets au niveau du bilan des entreprises. Et puis, dans un deuxième temps, d'étudier, de voir si l'information comptable portant sur les immatériels et en particulier sur les brevets, si cette information comptable est jugée utile pour les utilisateurs des comptes. Donc, premier point de la présentation, les brevets, comment est-ce qu'ils sont reconnus dans les états financiers? Alors, à ce niveau-là, il faut distinguer deux phases. Il faut distinguer la phase initiale, où l'entreprise va acheter un brevet, où l'entreprise va développer une innovation qui sera susceptible demain de donner lieu à un brevet. Il faut distinguer cette phase initiale de la phase d'utilisation du brevet, où l'innovation a fait l'objet d'un dépôt et l'entreprise utilise ce brevet. Au niveau de la phase initiale, il y a deux modalités d'acquisition du brevet. Soit le brevet est acheté, soit le brevet résulte d'une innovation qui est développée en interne dans l'entreprise. Alors, dans le cas où le brevet est acheté, comptablement, il n'y a pas de difficulté. Lorsque vous achetez un brevet, vous achetez un prix qu'on estime être le prix de marché du brevet. Et donc, on va inscrire le brevet à l'actif, l'investissement. Vous faites un investissement, on va inscrire le brevet à l'actif pour son coût d'achat. Le brevet apparaîtra au niveau du bilan de l'acheteur. Le coût d'achat va comprendre bien évidemment le prix d'achat, mais va s'ajouter à cela un certain nombre de frais directement liés à l'acquisition du brevet, notamment si vous avez été amené à payer des taxes, des honoraires, des commissions. Ces frais vont venir augmenter le prix d'achat et donc seront activés, seront inscrits au niveau du bilan de l'entreprise. Les choses se compliquent lorsque l'entreprise développe en interne une innovation qui demain pourra faire l'objet d'un dépôt. Lorsque l'entreprise fabrique en interne une innovation, développe une innovation en interne, ça relève de ce qu'on appelle les frais de recherche-développement, les frais de R&D. Et selon la phase de la recherche et de développement,
la valorisation des brevets n'est pas la même. Donc, le traitement va dépendre bien évidemment du référentiel comptable utilisé toujours, mais va également dépendre de la phase de recherche dans laquelle on se situe. Est-ce qu'on est plutôt en phase de recherche fondamentale ou en phase de recherche appliquée? Alors, en phase de recherche, la phase de recherche, dans le langage courant, on parle de recherche fondamentale. La phase de développement, dans le langage courant, on parlerait plutôt de recherche appliquée. En comptabilité, un projet de recherche, c'est un projet qui, alors je reprends la définition officielle du référentiel comptable international, un projet de recherche, c'est un projet qui travaille à la production de nouvelles connaissances. Donc, il n'y a pas forcément derrière une application pratique. On travaille véritablement au développement de nouvelles connaissances. Un projet en phase de développement, c'est un projet qui, au contraire, travaille sur des connaissances que l'on maîtrise. On utilise des connaissances que l'on maîtrise pour essayer de développer un nouveau produit, d'améliorer un produit existant, d'améliorer un process. Si je fais le parallèle, on parle beaucoup de la pharmacie en ce moment avec le ou la Covid. Si je prends l'exemple de la pharmacie, quand vous travaillez sur une nouvelle molécule, là, on est plutôt sur une phase de recherche. On essaye de comprendre, de maîtriser une molécule. Quand on est sur la phase de transformation de la molécule en médicament, on maîtrise la molécule, on a des connaissances scientifiques sur la molécule, on essaye de la transformer en médicament, on est plutôt sur une phase de développement. Selon la phase dans laquelle on se situe, le traitement comptable n'est pas du tout le même. Lorsqu'on est sur la phase de recherche, il y a une forte incertitude quant à l'aboutissement de ce projet. Est-ce que ce projet va aboutir véritablement à de nouvelles connaissances? Et même si ce projet aboutit à de nouvelles connaissances, est-ce qu'on pourra demain utiliser ces connaissances pour améliorer un produit, développer un nouveau produit, pour avoir demain ce qu'on appelle des avantages économiques futurs, générer des ressources supplémentaires? On considère, les normalisateurs, les 3 normalisateurs comptables que j'ai évoqués tout à l'heure, considèrent qu'il y a une forte incertitude que le projet se traduise in fine en un actif, en un investissement qui demain se traduira par des ressources futures. Et donc, par prudence, les 3 normalisateurs comptables que j'évoquais tout à l'heure vont demander à ce que toutes les charges relatives au projet de recherche, toutes ces dépenses soient comptabilisées en charge, avec un impact donc immédiat négatif sur le résultat de l'entreprise. En d'autres termes, comptablement, les dépenses liées à des projets de recherche ne sont pas considérées comptablement comme des investissements parce qu'il y a une incertitude trop importante. On n'est pas certain que ce projet se traduira demain par un actif. Alors ça relève d'un principe comptable qui est essentiel en comptabilité. Je suis obligé d'en dire quelques mots pour que vous compreniez la suite de l'exposé. C'est le principe de prudence. Le principe de prudence, vous avez peut-être tous entendu parler quand vous avez fait un cours de comptabilité en premier cycle. Le principe de prudence, ça veut dire tout simplement qu'on ne veut pas prendre le risque de présenter des états financiers qui soient artificiellement meilleurs que ce qu'ils sont réellement ou que ce qu'ils seront. En d'autres termes, ici, si on enregistrait à l'actif comme un investissement les frais liés à un projet de recherche, ce serait prendre le risque d'inscrire à l'actif un élément qui, in fine, ne constituerait pas nécessairement un actif, un investissement avec derrière des ressources futures. Donc, on préfère, par prudence, tout enregistrer en dépenses. Donc, ça veut dire que la première phase de l'innovation, la phase de recherche, n'est pas valorisée, n'apparaîtra pas au niveau du bilan. Quand on est dans une phase plus avancée, quand on est dans la phase de développement, alors là, j'ai pris le traitement du référentiel comptable international. Je ferai un parallèle tout à l'heure rapidement avec les 2 autres référentiels comptables. Au niveau d'un projet de développement, on va analyser la faisabilité technique, scientifique, commerciale du projet. Si on arrive pour un projet donné à démontrer qu'il y a une forte probabilité de réussite du projet, forte probabilité que ce projet se traduise demain véritablement en une innovation qui va générer des ressources supplémentaires, alors, et seulement si on arrive à prouver cette forte probabilité, alors les dépenses relatives au projet seront inscrites au bilan. Donc, on aura des projets qui rempliront les conditions, d'autres qui ne les rempliront pas encore, voire qui ne les rempliront jamais. Donc, selon qu'il y a une probabilité importante de réussite du projet, il y aura une activation, une inscription à l'actif ou au contraire, une inscription en charge. Alors, la difficulté, c'est que pour apprécier cette probabilité de réussite, il y a des conditions qui sont plus ou moins subjectives. Il faut démontrer que l'on a la capacité à terminer le projet, donc capacité financière, capacité scientifique, à aller jusqu'au terme du projet, que derrière, il y a un marché, que vous pouvez le vendre, ou en tout cas que vous en avez besoin, que vous allez l'utiliser, de manière à ce qu'il génère des ressources futures, des flux de trésorerie futurs.
Et puis, vous devez également évaluer ces dépenses de manière relativement fiable. Donc là, vous voyez que selon la phase de recherche-développement, eh bien, les dépenses, les investissements seront considérés comme des coûts ou au contraire comme des investissements et dans ces cas-là inscrits au bilan. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces règles? Le premier enseignement, c'est que, comme je l'indiquais tout à l'heure, n'apparaîtront au bilan que les dépenses de développement supportées à partir de la date à laquelle l'incertitude sur les revenus futurs peut être levée. Donc, le point de basculement est extrêmement important. Dans l'industrie pharmaceutique, le point de basculement, c'est quand, alors je ne sais plus le nom de l'agence exactement parce que ça a changé de nom il n'y a pas très longtemps, mais il y a un moment, ça s'appelait l'Agence nationale de la santé. C'est quand l'Agence nationale de la santé valide le médicament. Quand l'Agence nationale de la santé valide le médicament, on peut considérer que le projet a de fortes chances de réussir, aussi bien sur le plan technique, mais surtout sur le plan commercial, puisqu'on pourra le vendre, puisqu'il a été agréé. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra inscrire les dépenses de développement à l'actif. Autant dire que dans l'industrie pharmaceutique, la phase de développement elle est quasiment terminée. Ça veut dire que la quasi-totalité des dépenses de recherche et de développement ont toutes été enregistrées en charge. En d'autres termes, l'innovation apparaîtra pour des montants très, très faibles par rapport aux investissements réels au niveau du bilan. Donc, le point de basculement est très important. L'objectif, comme je l'indiquais, c'est de ne pas prendre le risque d'enregistrer un incorporel sans valeur au niveau du bilan. Donc, toutes les dépenses supportées avant ce point de basculement sont enregistrées, sont considérées comme des coûts, avec un impact donc négatif sur le résultat. Alors, ça pose un problème parce que d'un point de vue économique, on va considérer, quand on a des projets de recherche-développement, d'un point de vue économique, on va considérer que ce sont des investissements immatériels, alors que comptablement, tant qu'on n'a pas atteint ce point de basculement, on considérera que ce sont des coûts et non pas des investissements sur le plan comptable. Donc, ça veut dire que les brevets, lorsqu'ils résultent d'innovations développées en interne, les brevets eh bien, sont sous-évalués. Les brevets sont sous-évalués. Les brevets donc, seront sous-évalués par rapport à des brevets qui sont achetés. Si vous achetez un brevet, il apparaîtra au bilan pour son coût d'achat. Si vous développez un brevet, eh bien, tant que vous n'arrivez pas à démontrer la faisabilité technique commerciale du brevet, vous enregistrez des charges et non pas une innovation, non pas un investissement. Donc, selon la politique de développement, de recherche-développement de l'entreprise, on peut avoir des valorisations des incorporels de manière générale et des brevets en particulier très différentes. Maintenant, je vous ai présenté le référentiel international pour les frais de développement. Quel que soit le référentiel, les frais de recherche sont toujours enregistrés en charge, toujours considérés comme des coûts. Pour les frais de développement, dans le référentiel international, ils seront activés, considérés comme des investissements lorsqu'on arrive à démontrer leur faisabilité. Les règles sont différentes dans les deux autres référentiels. Au niveau des normes américaines, il n'y a, sauf exception, et les exceptions, ça porte notamment sur les logiciels qu'on va développer, mais sauf exception, on n'inscrira jamais à l'actif les frais de développement. Les frais de développement seront toujours considérés comme des charges, comme des coûts. Et donc, on a ici une sous-évaluation accrue des immatériels au niveau des normes américaines, dans les états financiers américains. Au niveau du référentiel comptable, pour des raisons historiques, on est un peu sur une situation hybride. La méthode qui est recommandée, eh c'est la méthode que j'ai présentée tout à l'heure, à savoir d'activer les frais de développement lorsqu'il y a une forte probabilité de réussite. Mais de nombreux groupes continuent à utiliser la méthode qui est toujours utilisable, mais qui est une option, continue à tout enregistrer en charge. Donc, la recommandation, c'est le traitement d'une activation sous réserve qu'on arrive à démontrer la faisabilité du projet, mais de nombreux groupes enregistrent l'intégralité en charge. Alors, quel est l'intérêt de l'activation? Quel est l'intérêt avec le traitement international d'inscrire à l'actif les frais de développement pour lesquels il y a une forte probabilité de réussite? L'intérêt, c'est que ça envoie un signal. Marc parlait tout à l'heure de signal. Ça envoie on peut en parler également d'un point de vue comptable et financier. Ça envoie un signal aux investisseurs. En activant les frais de développement des projets qui, a priori, devraient être rentables, vous envoyez de l'information, vous donnez un signal aux investisseurs, aux analystes financiers, en leur indiquant quels sont, parmi l'ensemble de vos projets de développement, quels sont les projets qui sont susceptibles demain de se traduire par de la création de valeur. Donc, a priori, c'est une information utile aux investisseurs de recourir à l'activation, telle qu'elle est définie aujourd'hui. Le risque,
bien, je disais tout à l'heure, pour le risque, c'est de savoir à partir de quand, quel est le point de basculement, à partir de quand on peut considérer qu'un projet présente une forte probabilité de réussite. Il y a des conditions qui sont définies, que j'ai présentées très rapidement. L'atteinte ou non de ces conditions, ça présente un caractère subjectif important et on n'est pas à l'abri qu'une entreprise, pour faire face à des difficultés momentanées ou pour masquer de mauvaises performances, on n'est pas à l'abri qu'une entreprise fasse croire qu'elle remplit les conditions pour une activation, pour une inscription à l'actif, dans le seul but d'améliorer artificiellement son résultat, sa situation même. Et voilà, le risque, c'est d'avoir des frais de développement de brevets au bilan qui finalement ne remplissent pas les conditions, qui finalement ne présentent pas de valeur réelle, qui ont simplement été activés dans un but de manipulation des coûts. Donc ça, c'est pour la phase d'acquisition, achat, production de l'immobilisation. Maintenant, pendant la phase d'utilisation. Pendant la phase d'utilisation du brevet, alors il y a deux méthodes d'évaluation, je parle des deux méthodes dans l'article, mais in fine, il n'y en a qu'une seule à être utilisée, parce que la deuxième méthode, c'est l'évaluation à la juste valeur, ça suppose une condition que les brevets ne remplissent pas. Donc l'évaluation qui est utilisée, c'est une évaluation au coût, c'est la méthode du coût historique. C'est-à-dire que le brevet apparaîtra en fin d'exercice, à la fin de chaque année, il apparaîtra pour sa valeur comptable initiale, donc que je viens d'exposer, diminué du cumul des amortissements et des dépréciations. Alors, les amortissements, quel est l'objectif? Au départ, vous avez un brevet qui présente une certaine valeur, mais dans 20 ans, lorsqu'il tombera dans le domaine public, sa valeur, elle sera nulle. Eh bien, il faut que la valeur du brevet décroisse progressivement de manière à ce que la valeur comptable soit nulle dans 20 ans, lorsque sa valeur réelle sera nulle. Donc, on va reporter au compte de résultat la consommation que l'on fait de ce brevet pendant 20 ans, voire sur la durée d'utilisation, si la durée d'utilisation est plus courte. Donc, il y a un double phénomène. On va enregistrer des charges, des dotations d'amortissement. Ça correspond à la consommation que l'on fait du brevet pendant ces 20 ans de protection légale. Donc, ça va impacter le résultat. Et d'autre part, ça va venir diminuer la valeur comptable du brevet de manière à ce qu'elle se cale sur sa valeur réelle au bout de 20 années. Les dépréciations, parfois, vous avez des brevets qui peuvent être obsolètes, ou en tout cas qui ont perdu de la valeur parce que parallèlement, il y a eu une nouvelle innovation qui est apparue sur le marché. Vous pouvez avoir des brevets qui présentent des performances inférieures aux prévisions. Donc, on peut avoir au bilan un brevet qui apparaît pour une valeur comptable supérieure à sa valeur réelle. On peut avoir au bilan des brevets qui présentent une moins-value potentielle, latente. Toujours en vertu du même principe que j'évoquais tout à l'heure du principe de prudence, on devra enregistrer la perte de valeur probable. On devra enregistrer la moins-value latente. Mais attention, si on a le cas inverse de plus-value latente, on n'enregistrera pas les plus-values latentes. Donc, on enregistrera les moins-values potentielles, mais par contre, si la valeur comptable du brevet est sous-évaluée par rapport à sa valeur réelle, on n'aura pas le droit de comptabiliser ces plus-values latentes. Et donc, vous voyez que c'est un élément supplémentaire c'est un facteur supplémentaire de sous-évaluation de l'actif. En cas d'accroissement de la valeur de marché du brevet, cet accroissement de la valeur du marché ne sera jamais pris en compte. Et donc, le brevet on aura une sous-évaluation supplémentaire. Donc, pour terminer sur cette phase initiale, pour terminer sur la phase d'utilisation, on va avoir la valeur du brevet qui va diminuer progressivement pour atteindre une valeur nulle au moment où il va tomber dans le domaine public. Et dans le même temps, la valeur comptable initiale du brevet va être rapportée en charge comme des coûts sur la durée de protection du brevet. L'idée de rapporter la valeur comptable du brevet en coût sur 20 années, c'est d'essayer de mettre en concordance, lorsque le brevet va être utilisé, il va générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Face au chiffre d'affaires supplémentaire généré par le brevet, par l'innovation, on va mettre en parallèle la consommation que l'on fait de cette innovation par le biais des dotations d'amortissement et des dépréciations. Alors ça, c'est un tableau de synthèse que j'ai repris de l'article où j'essaye de résumer ce que je viens de présenter selon le référentiel comptable, IFRS, français, US GAAP, selon la phase de développement du brevet. Est-ce qu'on est plutôt sur la phase initiale, avec plutôt un achat ou un développement en interne?
Est-ce qu'on est sur la phase d'utilisation du brevet? Eh bien, bon, ça résume ici les règles comptables, financières que je viens d'exposer. Le deuxième point maintenant, c'est de voir si le traitement comptable de brevet apporte de l'information utile aux utilisateurs des comptes, que sont les investisseurs et les analystes financiers. Alors, il y a relativement peu de travaux sur les brevets, il y en a quelques-uns, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y en a relativement peu. La plupart des travaux portent essentiellement sur les frais de développement, un peu sur les logiciels, très peu sur les brevets. Et tout ça, ça relève de la même problématique, parce que le traitement comptable des brevets que je viens d'expliquer s'applique également pour les logiciels, les frais de développement, avec parfois quelques particularités. Alors, tout d'abord, le premier courant de recherche, il y a des auteurs qui ont essayé de mesurer les conséquences de l'absence de reconnaissance au bilan de nombreux investissements immatériels. Vous avez de nombreux investissements immatériels qui ne sont pas reconnus au niveau du bilan, soit parce que l'activation est interdite, soit parce qu'elle n'est que partielle. Ces auteurs montrent, alors ils aboutissent tous à un résultat allant dans le même sens, ils montrent que cette absence de reconnaissance au bilan de nombreux investissements immatériels, ça se traduit par un manque d'informations pour les utilisateurs de compte, d'où une augmentation des erreurs de prévision de résultats des analystes financiers, une augmentation de l'asymétrie d'information entre les dirigeants et les managers qui gèrent l'entreprise, qui ne sont pas les propriétaires et les actionnaires. Et ce travail ici montre d'ailleurs que les dirigeants vont utiliser cette asymétrie d'information pour prendre des décisions d'achat et de vente des titres qui leur soient évidemment favorables, en ayant connaissance d'informations dont ne disposent pas les actionnaires. Tout ça, ça se traduit par des capitaux propres plus élevés, une mauvaise allocation des ressources. Alors, pour essayer de remédier à ce manque d'informations comptables, financiers, sur les immatériels, les analystes financiers exercent un suivi plus important des groupes présentant des niveaux de dépenses immatérielles importants. Néanmoins, malgré un suivi plus important, des travaux montrent que ça ne permet pas de combler le manque d'informations inhérent à la comptabilisation des immatériels. Il y a un deuxième courant de recherche qui s'est intéressé sur l'apport, le complément d'information apporté par l'activation. Est-ce que le fait d'activer, d'inscrire à l'actif des immatériels plutôt que de ne pas le faire, est-ce que ça apporte une information supplémentaire? Par exemple, tout à l'heure, les frais de développement au niveau des normes américaines ne sont pas activés, ne sont jamais inscrits à l'actif, alors que les frais de développement dans le référentiel international sont inscrits à l'actif dès lors qu'on arrive à démontrer sa faisabilité, la faisabilité du projet. Eh bien, selon qu'il y ait activation ou non, ces travaux montrent que le fait de recourir à l'activation, ça apporte un complément d'information utile aux utilisateurs des comptes, ça permet de réduire l'asymétrie d'information. Alors, il y a différentes méthodologies qui permettent d'essayer de mesurer cette asymétrie d'information. Ça permet de diminuer la sous-évaluation des titres au moment d'une introduction en bourse. Ça permet également d'aboutir à de l'information financière sur les incorporels plus en phase avec les valorisations de marché. Et ça se traduit également par des erreurs de prévision de résultats des analystes financiers. Donc, l'activation semble véritablement constituer un signal. Ça permet de divulguer de l'information privée sur les projets qui présentent une forte probabilité de réussite par rapport aux autres projets qui ne sont pas activés parce qu'ils ne présentent pas encore ou ne présenteront pas de fortes probabilités de réussite. Et donc, cette activation, c'est une information qui est jugée utile parce que ça permet de faire la part des choses entre les immatériels sources de création de valeur future et les autres immatériels. Et puis enfin, troisième courant de recherche qui lui porte spécifiquement sur les brevets, il y a des auteurs qui se sont intéressés au contenu informationnel des données portant sur les brevets. Vous avez un premier auteur qui montre que le fait de déposer des brevets et de communiquer sur le dépôt des brevets, ça constitue un signal sur le succès de l'activité de R&D et donc ça va se traduire par une réduction de l'asymétrie d'information. Et puis surtout, vous avez d'autres auteurs qui montrent que le fait de publier de l'information non financière, volontaire, qui n'est pas obligatoire, le fait de publier de l'information sur le nombre de brevets déposés, sur le nombre de citations des brevets de l'entreprise, sur l'âge des brevets cités, etc., ça permet de donner de l'information sur le succès ou non de l'activité de recherche et développement. Ça permet d'apprécier la réussite et le caractère innovant des projets de recherche, donc de mieux apprécier le potentiel de l'activité de R&D. Et donc, ça permet de donner un complément d'information utile et qui vise à suppléer au manque d'informations inhérent à la comptabilisation des immatériels.
Pour conclure, le cadre comptable est relativement peu adapté à l'intégration des investissements immatériels. Comme je l'indiquais au départ, les investissements immatériels d'un point de vue économique ne le sont pas forcément d'un point de vue comptable. Selon le référentiel comptable et selon le mode d'acquisition des brevets, eh bien, on a des modalités de reconnaissance et d'évaluation bilan qui sont très différentes. Donc, selon la politique de développement, d'innovation de l'entreprise, on aura des valorisations qui seront différentes. Les principaux enseignements, j'ai essayé de les résumer en 4 points. Le premier point, c'est qu'on aura des brevets au bilan qui ont de très fortes chances d'être sous-évalués, parce que même lorsqu'on achète un brevet, si la valeur de marché du brevet augmente, on ne pourra pas intégrer ces plus-values latentes. Maintenant, si on n'est pas dans le cas d'un achat d'un brevet, mais si on est dans le cas d'un développement en interne d'une innovation qui est susceptible de se transformer en brevet, il n'y a pas d'activation avec les GAAP. Il y a une activation avec les IFRS partielle parce qu'on ne pourra activer que les dépenses supportées à partir de la date à laquelle les conditions sont réunies. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, c'est que toutes les dépenses supportées avant le point de basculement, tous les frais de développement supportés avant le point de basculement, vous ne pourrez pas les inscrire à l'actif. Les dépenses qui ont été préalablement considérées comme des coûts restent considérées comme des coûts. Alors même qu'aujourd'hui, le projet présente une forte probabilité de réussite. Donc, premier enseignement, une sous-évaluation des brevets au niveau des états financiers. Deuxième enseignement, pour les brevets, les frais de développement, les frais de recherche qui ne sont pas reconnus au niveau du bilan, on va les constater immédiatement en charge. Donc, on va les considérer comme des coûts, alors même qu'on est en train d'augmenter le capital immatériel de l'entreprise. Et puis surtout, ça génère un décalage dans le temps entre l'enregistrement des coûts de développement qui est immédiat et les recettes du projet qui seront enregistrées une fois que le brevet aura abouti et sera utilisé. Normalement, comptablement, quand vous voulez faire ressortir le bénéfice d'un exercice, vous devez mettre en parallèle à la fois les recettes générées par cet exercice et les coûts ayant permis de générer ces recettes. Le fait de ne pas activer un certain nombre de dépenses de recherche et de développement, ça ne permet pas de mettre en phase, d'avoir en phase à la fois les coûts de développement du projet et les recettes générées par le projet. Troisième point, l'activation, le fait d'activer, ça présente un caractère d'information utile à l'investisseur. Ça lui permet de divulguer de l'information privée sur les projets qui présentent une forte probabilité de réussite. Et puis, quatrième point, le fait de publier de l'information non financière de manière volontaire, parce que les normalisateurs comptables n'obligent pas les groupes, les entreprises à publier de l'information non financière sur les brevets. Les entreprises qui publient de l'information non financière de manière volontaire sur les brevets, eh bien, ça leur permet de réduire leur asymétrie d'information. Voilà pour la présentation. Merci Lionel pour cette présentation très claire sur la valeur comptable ou la manière dont on comptabilise ou non, du moins les brevets. Alors j'ai une première question de la part d'une étudiante de l'UNI et qui demande comment on peut démontrer la capacité d'utilisation du brevet pour l'obtention des avantages économiques. Alors, comment on peut démontrer la capacité d'utilisation du brevet ah oui. Alors, pour l'obtention des avantages économiques? Alors, c'est là où est toute la difficulté. Il y a un caractère subjectif important et les commissaires aux comptes qui interviennent pour valider les états financiers du groupe ont parfois du mal à valider ces conditions. Alors, tout dépend du type d'innovation. Si on est sur une innovation scientifique, il faut déjà démontrer que l'on a les capacités scientifiques d'aller jusqu'au terme du projet, qu'on a les capacités financières, de démontrer que cette innovation intéresse un marché donné, donc il y a un marché qu'on va pouvoir vendre, cette innovation va pouvoir être utilisée pour améliorer un produit, développer un nouveau produit qui est vendable, il y a un marché, ou alors qui nous intéresse en interne. En fait, les conditions, c'est voilà, est-ce qu'on est capable de terminer le projet? Est-ce qu'on a les connaissances scientifiques, financières? Est-ce qu'il y a un marché qui est intéressé? Ou est-ce qu'on en a besoin en interne? Et donc derrière, est-ce qu'on pense que ça va générer des avantages économiques futurs? Donc quand on est sur des innovations scientifiques, c'est assez difficile d'apprécier ces éléments parce qu'on est sur des niches, sur des points extrêmement détaillés.
Les règles que je viens d'indiquer, ça s'applique également, par exemple, lorsqu'on développe un film. Alors, on n'est plus sur des brevets, mais lorsqu'on développe un film, on est également sur des frais de R&D, de recherche-développement. Là, les choses sont beaucoup plus simples, parce que quand vous développez un film, dès lors que vous avez trouvé le financement, eh bien, on considère que le film, voilà, on va pouvoir le développer, le mettre en boîte et le distribuer. Donc, il faut regarder quel est le déclencheur. Pour les médicaments, c'est l'Agence nationale de la santé à partir du moment où elle a agréé le médicament. Dans le domaine scientifique, est-ce que c'est un test de faisabilité technique qui démontre la faisabilité du projet? Merci. Après, il y a une première question de Marc Hubert-Després qui dit au fond, est-ce qu'il faut changer la manière dont la comptabilité enregistre les brevets ou bien est-ce qu'il faut plutôt changer de modèle comptable? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on change dans le cadre du paradigme comptable actuel ou est-ce qu'il faudrait changer de paradigme comptable? Alors là, il faudrait changer de paradigme comptable parce que ce qui pose problème, c'est le principe de prudence. C'est le principe de prudence qui pose problème et qui empêche la comptabilisation des frais de recherche, d'un certain nombre de frais de développement, qui empêche la comptabilisation des plus-values latentes. Alors, c'est un peu ce que fait le référentiel international. Avec le référentiel international, tout à l'heure, j'ai indiqué qu'il y a deux méthodes d'évaluation des brevets. Il y a la méthode du coût historique, mais il y a également une autre méthode, c'est la méthode de la juste valeur, qui consiste à enregistrer aussi bien les moins-values latentes que les plus-values latentes. Le fait, si on utilise la méthode de l'évaluation à la juste valeur, qui est possible dans le référentiel comptable international, ça résolverait le problème. Parce que si vous avez un actif qui est sous-évalué comptablement, mais que sa valeur de marché, vous l'estimez pour un montant supérieur, on pourrait ajuster à la hausse le brevet. Le problème, c'est que ça ne s'applique pas pour les incorporels, parce qu'on considère qu'il y a un risque. Pour les incorporels, pour la plupart des incorporels, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché actif, au sens marché liquide, dont on peut connaître les prix. Et donc, le normateur comptable ne veut pas prendre le risque que l'entreprise améliore de manière totalement artificielle la valorisation de ses actifs incorporels en prenant des valeurs de marché totalement aléatoires. Donc oui, il faudrait changer de paradigme. Mais le changement de paradigme poserait des problèmes en termes de manipulation potentielle des comptes de l'entreprise. J'aimerais une question de Marc qui était de dire, oui, qu'en est-il lors des opérations de fusion-acquisition? Au fond, est-ce que ça peut avoir un sens de vendre les brevets séparément du reste de l'entreprise, même si c'est à une même entreprise qu'on vend qu'il y a une fusion-acquisition? Alors, dans le cas de fusion-acquisition, alors après, sans rentrer dans le détail, il y a deux types de fusion-acquisition. Il y a des fusions-acquisitions comptablement qui se font aux apports réels, à la valeur réelle, et d'autres à la valeur comptable. Mais quand on a une fusion-acquisition qui se fait à la valeur réelle, ça veut dire qu'en fusionnant avec l'entreprise, on va reprendre les brevets de l'entreprise, non pas pour la valeur comptable dans les comptes d'entreprise, mais pour la valeur réelle de marché. Alors, ça ne répond que partiellement à la question, mais déjà, au niveau des fusions, il y a deux méthodes d'évaluation. Soit on reprend les éléments de l'entreprise qui est absorbée, si c'est une fusion-absorption, à la valeur comptable. Dans ces cas-là, on retombe sur la même problématique. Soit ça se fait à la valeur réelle. Alors, c'est encadré. Hein, il y a des situations où, dans certaines situations, on a une valorisation comptable, dans d'autres, une valorisation réelle. Si on a une fusion avec des apports valorisés pour leur valeur réelle, dans ces cas-là, on a une valorisation à la date de la fusion. C'est-à-dire que les différents éléments de l'actif du passif sont valorisés à leur date, à leur valeur réelle. Donc, le brevet, dans ces cas-là, est valorisé comme s'il était vendu individuellement. Et donc pas comme un tout. Donc après, tout dépend de la modalité de la fusion. Est-ce que c'est une fusion à la valeur réelle ou à la valeur comptable? Toujours Marc qui dit, est-ce que la démonstration de la faisabilité du projet pour l'activation peut dépendre, dans le cas particulier des brevets verts, de la politique environnementale? A-t-on des recherches sur l'impact de la politique environnementale sur l'activation de tels brevets? Pas à ma connaissance. Qu'est-ce que tu veux dire, Marc, par rapport en quoi l'environnement impacterait la faisabilité? Oui. Imagine qu'on mette en place une nouvelle politique environnementale qui nécessite de très fortes réductions de certaines émissions polluantes. Oui. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient en train de développer des innovations dans ce domaine-là, tout d'un coup, le marché va devenir beaucoup plus crédible. Et dans ces cas-là, si ça remet en cause la faisabilité du projet, son utilisation,
Alors, non pas le fait de terminer le projet, mais de pouvoir l'utiliser après derrière. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on a une probabilité importante que le projet se traduise demain par des flux de trésorerie futurs. En l'espèce, si les restrictions environnementales font qu'on ne pourra pas utiliser le projet alors même qu'on est en mesure de le finir sur le plan technique, dans ces cas-là, il n'y aura pas de flux de trésorerie futur, donc c'est un actif sans valeur, donc il n'y a pas d'activation. En fait, c'était plutôt dans l'autre sens. Enfin, ce que tu évoques, et effectivement, ça a aussi un sens, bien sûr. Hein. C'est ce qu'on appelle les actifs échoués, en quelque sorte, hein, en politique environnementale. Mais c'était dans l'autre sens. Il y a une politique environnementale qui peut au contraire booster finalement les brevets sur les technologies propres. Oui. Alors, dans l'autre sens, dans ces cas-là, ça veut dire, mais par rapport à des projets qui ont déjà donné lieu à des développements, par rapport à des projets ou des projets qui avaient échoué. Non, des projets qui sont en cours de développement. Oui. Donc, tu as le brevet, mais tu n'as pas encore tout à fait commercialisé ou industrialisé le procédé ou le produit. Et il y a une politique environnementale qui survient. Est-ce que ça peut te permettre de justifier de rehausser en quelque sorte l'activation? Alors oui, s'il y a un projet qui est en cours de développement et que la faisabilité est quasi certaine de ce projet et qu'il manquait juste la faisabilité commerciale, le fait qu'il y ait des contraintes ou des règles environnementales qui favorisent le projet, ça peut venir effectivement impacter la faisabilité commerciale et donc rendre le projet activable. Mais il faut, encore une fois, il faut qu'il y ait à la fois la faisabilité technique, est-ce qu'on est capable de terminer le projet sur le plan scientifique, et après, derrière, est-ce qu'il y a un marché? Donc, le fait qu'il y ait de nouvelles règles d'environnement, ça peut effectivement accélérer ou rendre plus probable l'existence d'un marché. Et donc, transformer une activation plus rapidement, voire la transformer alors qu'auparavant, on était sur un projet dont on n'était pas sûr qu'on pourrait l'utiliser un jour, ou en tout cas pas à 100%. Oui, ça marche dans les deux sens. Après, une autre question qui est sur les impacts de ces différentes inscriptions comptables des brevets pour les entreprises. Est-ce que certaines entreprises se servent de ces procédures pour leurrer les concurrents, pour faire utilisation stratégique de l'inscription comptable des brevets? Alors, parce que je les ai aussi. Oui, c'est Blandine. Est-ce que certaines entreprises se servent de ces procédures d'inscription comptable pour leurrer les concurrents? Blandine, si tu veux expliciter ta Que question. certaines de ces entreprises utilisent ces procédures pour Leurrer. Tricher. Les tromper. Tromper. Les brevets leurs, en fait. Donc, on dépose des brevets dans des voies technologiques, non pas pour les développer, mais simplement pour montrer aux concurrents qu'on investit telle ou telle voie technologique pour, au contraire, en investir une autre, en réalité. Donc, est-ce que pour les grands groupes, je finis, est-ce que pour les grands groupes qui pourraient développer ce genre de procédure au travers de leur comptabilité, puisque c'est une information pour les investisseurs, ça peut tout autant être une information pour les concurrents alors? Oui, alors après, ils n'ont pas forcément, le fait que ce soit activé au niveau du bilan, ils ne savent pas forcément sur quel projet, sur quelle technologie c'est développé. Ouais. Par contre, ce qui peut être fait, ce qui a déjà été fait, il y a eu un scandale financier, c'était au début des années 2000, c'était, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était WorldCom. WorldCom, c'était une structure qui travaillait sur tout ce qui était tuyauterie pour l'Internet. Et WorldCom, en fait, activait, alors là, on n'était plus sur des frais de développement, activait des frais de développement pour des montants extrêmement importants, alors même que les conditions n'étaient pas du tout réunies, dans le seul but d'améliorer ses résultats. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer un certain nombre de dépenses en charge, elle faisait croire que c'était des frais de développement de projets ayant une forte probabilité de réussite. Donc, elle améliorait de la sorte son résultat de manière artificielle. Et l'incidence, c'est que les groupes concurrents de WorldCom ont essayé de comprendre quelles étaient les clés du succès de WorldCom et donc ont analysé évidemment ses états financiers. Et ils se sont rendus compte que WorldCom faisait énormément d'investissements immatériels, avait énormément de frais de développement et ils ont considéré que le succès de WorldCom était lié à son activité de recherche-développement extrêmement importante. Et donc ça a incité les groupes concurrents à augmenter de manière significative leur activité de recherche-développement, croyant que le succès de WorldCom était lié à une activité de recherche-développement extrêmement importante, alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était simplement lié au fait de vouloir améliorer de manière artificiellement leurs résultats.
Alors, je sais qu'après, du coup, les concurrents de WorldCom ont voulu aller en justice en disant que finalement, en fraudant, en manipulant leur compte, WorldCom les avait induits en erreur. Après, j'ai pas suivi l'affaire, mais il était question au moment d'aller. Donc voilà, là, la manipulation comptable a induit en erreur des concurrents, en leur faisant croire qu'il y avait une activité de recherche-développement beaucoup plus importante que ce qu'elle était réellement. Merci, très bien. Peut-être lié à cette question, il y a une question de Victoire qui dit: existe-t-il pour la détermination de la valeur comptable d'un brevet une autorité de contrôle du prix pour éviter notamment la surévaluation? Existe-t-il un référentiel prix pour l'évaluation de la valeur d'un brevet? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, Marc sera plus à même que moi d'en parler, mais comment est-ce qu'on évalue un brevet? Qu'est-ce que c'est que la valeur d'un brevet? Selon les méthodologies que l'on va mettre en œuvre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas comme la bourse où l'offre et la demande va permettre de connaître à chaque instant le cours de bourse. Là, il n'y a pas de valeur de marché. C'est forcément une valeur estimée. Effectivement, si on avait une valeur de marché, là, on pourrait changer le paradigme qu'on évoquait tout à l'heure et avoir une évaluation à la juste valeur. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de valeur de marché, on n'est pas certain de la valeur réelle du brevet. Et donc, le risque, c'est que les groupes retiennent une valeur de brevet surévaluée dans le seul but d'améliorer artificiellement la valorisation de leur actif immatériel. Je peux me permettre d'intervenir juste un tout petit peu. Il existe un marché des brevets, c'est-à-dire qu'il y a bien des transactions sur les brevets. La grosse particularité, c'est que chaque transaction est singulière. Chaque transaction est singulière. C'est-à-dire que chaque brevet est différent. Donc, c'est pas comme le marché du blé où un quintal de blé ressemble grosso modo à n'importe quel autre quintal de blé. Là, chaque brevet est complètement différent, par essence. Donc, la valeur qu'on va observer sur le marché pour une transaction, elle est très difficile à transcrire sur une transaction future ou une transaction en cours. Oui, en fait, pour rebondir, Marc a raison pour rebondir sur ce que dit Marc. En fait, il n'y a pas de marché actif en comptabilité quand on parle de marché actif, c'est-à-dire un marché où il y a de nombreuses transactions identiques avec un volume d'offres et de demandes à des fréquences. Comment dire? Un marché actif, c'est un marché où pour un même bien standardisé, il y a une offre et une demande importante à chaque instant, qui fait que la confrontation de l'offre et de la demande à chaque instant permet de connaître le cours à un instant T. Mais pour les brevets, on est plus sur du gré à gré. Non seulement on est sur du gré à gré, mais en plus, on a beaucoup de mal à expliquer la valeur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'autres marchés de gré à gré, le marché immobilier typiquement. Mais sur le marché immobilier, on peut appliquer les méthodes économétriques de prix d'Onick, par exemple, et on arrive à évaluer de manière quand même assez précise le prix d'un bien à partir des caractéristiques qui sont recensées. On utilise beaucoup, par exemple, les fichiers de données des notaires ou des choses comme ça. Et croisé avec des systèmes d'information géographique, on arrive à avoir une valeur, à estimer une valeur de manière assez précise. Dans le cas des brevets, la littérature économétrique tend plutôt à montrer qu'il y a bien des caractéristiques, ce qu'on appelle les métriques de brevet, des choses qui sont quantifiables dans les documents de brevet, mais que certaines ont un impact significatif effectivement sur les comportements renouvellement, des choses comme ça, mais ça ne va pas permettre de prévoir de manière sûre la valeur du brevet. Il va y avoir une énorme marge d'erreur. Et c'est la raison pour laquelle, en comptabilité internationale, aujourd'hui, pour les immobilisations corporelles et incorporelles, on peut évaluer les éléments d'actifs à leur valeur de marché, mais il y a une exception, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté lors de l'exposé oral, j'en parle dans le papier, il y a une exception, c'est pour les immatériels, parce que justement, il n'y a pas de marché actif, il n'y a pas de valeur de marché observable. On peut estimer une valeur de marché, mais on ne peut pas l'observer. Après, il y a une question de Miniki, mais je ne suis pas sûre d'être capable de la retranscrire sur une espèce de contradiction entre l'encouragement à l'innovation et le fait que ces écritures permettraient, ce serait plutôt un frein à l'innovation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur la chaîne de la politique d'innovation entre, d'une part, on veut encourager l'innovation et d'autre part, on ne change pas les modèles comptable et ce qui fait que dans ce cas-là, ça serait plutôt un blocage à l'innovation. Je ne sais pas si j'ai retranscrit correctement la question. Mais oui, c'est vrai, la contradiction. De contradiction. Oui.
Mais après, le rôle de la comptabilité, c'est pas d'encourager à faire de l'innovation. L'objectif de la comptabilité, c'est d'essayer de reproduire le plus fidèlement possible la situation financière de l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'il y a des garde-fous. Et sur les immatériels, les garde-fous sont importants. Et c'est vrai que ça peut constituer un frein à l'innovation parce qu'on va sous-évaluer de manière systématique les immatériels. Mais voilà, ce n'est pas un objectif de la comptabilité de favoriser l'innovation. Après, il y a une question de défaut d'image fidèle des documents comptables qui permettrait d'engager la responsabilité de l'émetteur. Le traitement comptable des brevets est d'autant plus paradoxal que l'émetteur de l'information comptable doit présenter une image fidèle de son patrimoine, ce qui est exclu dans. Oui, mais alors l'image fidèle, c'est pas. Les ne sont pas présentées. Oui, mais l'image fidèle, c'est une fidélité par rapport aux règles comptables aussi. C'est une fidélité par rapport aux règles comptables. Ce n'est pas forcément uniquement par rapport à la réalité économique. C'est une fidélité par rapport au référentiel comptable, lequel doit permettre de s'approcher au plus proche de la réalité économique. Donc, ce n'est pas une fidélité par rapport à la réalité économique. Ah oui, après Sophie, je suis désolée, j'ai sauté ta question. Pouvez-vous revenir sur les différences entre le brevet développé en interne et le brevet acheté par l'entreprise? Pourquoi il y a cette question d'évaluation, cette différence d'évaluation entre les deux? Parce qu'on va considérer que quand l'entreprise achète le brevet, alors qu'elle l'achète seule ou qu'elle l'achète dans un package dans le cadre d'une fusion ou dans le cadre de l'achat d'une entreprise, on va considérer que le prix qu'elle paye, c'est le prix de marché. Alors que quand elle développe en interne le brevet, il n'y a pas de négociation ou quoi que ce soit. Donc alors, on considère en fait que l'agent économique est rationnel, que les économistes connaissent bien comme hypothèse. On considère que l'agent économique est rationnel et que par conséquent, le prix que l'agent économique est prêt à payer pour acheter un brevet, c'est la valeur de marché. Donc, on comptabilise le brevet pour le prix payé. Dans le cas du développement en interne, il n'y a pas de négociation sur la valeur du brevet. Donc, il n'y a pas de comptabilisation, il n'y a pas de prix payé. Donc, il n'y a pas de comptabilisation du prix d'achat. Il faudrait, dans ces cas-là, l'estimer. S'il vous plaît, ce serait aussi pour. Est-ce que c'est aussi, je me permets d'intervenir oralement. Vas-y, Sophie. Est-ce que c'est aussi parce que quand le brevet est développé en interne, bien, en fin de compte, c'est pas entre guillemets un produit fini, alors que quand on l'achète, on sait déjà, exactement ce que c'est. Alors que, est-ce que c'est parce qu'il est justement en voie de constitution d'une certaine façon. On n'a pas encore oui. Vraiment si la recherche va aboutir. Alors, oui et non, parce qu'en fait, l'activation commence au moment où on pense que la recherche va aboutir. Si je prends le parallèle avec des immobilisations corporelles, dans le cas des immobilisations corporelles, quand vous achetez vous achetez un entrepôt, vous allez l'enregistrer pour le prix d'achat. Quand vous développez votre entrepôt, vous êtes une entreprise de BTP, vous construisez par vous-même votre entrepôt, l'entrepôt va être activé, inscrit au bilan pour son coût de production. C'est-à-dire, quel est le coût de revient? Quand vous achetez, le coût de revient, c'est le coût d'achat. Quand vous fabriquez, le coût de revient, c'est le coût de production. Le problème pour les incorporels, c'est qu'il y a d'autres choses qui se grèvent dessus. C'est quant à l'existence d'une forte incertitude sur l'aboutissement du projet. Donc, ce n'est pas tellement le fait qu'il ne soit pas terminé, parce que dans le cas d'immobilisation corporelle, on sait très bien le faire. On enregistre les immobilisations corporelles que l'on fabrique, on les enregistre pour leur coût de production. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Apparemment. Merci. Après, il y a une question, y a-t-il des opportunités importantes d'emploi pour les data scientists en rapport avec les informations émises par les brevets? Est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi? Des opportunités d'emploi. Là, j'avoue qu'il y a des opportunités d'emploi sur tout ce qui est information extra-financière. C'est-à-dire que, comme je montrais tout à l'heure, le fait de publier de l'information extra-financière sur les brevets, ça permet d'apporter un complément d'information aux états financiers. Et aujourd'hui, on a un développement de l'information extra-financière qui est extrêmement important, de manière obligatoire ou de manière volontaire, mais ce n'est pas propre aux immatériels. Ça concerne plutôt tout ce qui est RSE, développement durable, etc. Donc, opportunité sur l'information liée au brevet en tant que tel, non.
Je peux peut-être me permettre de Oui, compléter. vas-y. Oui. Peut-être que d'ailleurs la question de Dimitri se posait peut-être autant à moi qu'à Lionel, dans la mesure où j'ai employé le terme de patent analytics dans ma présentation. Et en fait, oui, il y a tout un développement de l'application des data science à l'analyse des brevets, mais pas tellement en lien finalement avec ce qui est comptable, avec ce qu'a présenté Lionel. Ça va beaucoup plus être, par exemple, dans le traitement sémantique des brevets pour identifier dans quelle direction va la recherche. Et on va essayer de voir quels sont, par exemple, les mots qui vont revenir de la manière la plus récurrente, enfin les mots techniques, par exemple, qui vont revenir de manière la plus récurrente dans les résumés de brevets pour comprendre finalement quelle est la tendance de la recherche à travers les documents de brevet. J'ai connaissance d'autres travaux qui essaient d'identifier le caractère réellement essentiel des brevets dits essentiels dans des normes et des standards. Et ça encore, ça passe par un traitement sémantique des brevets, donc des techniques de data science. Donc, ce n'est pas tellement, une fois de plus, en lien avec la valeur que l'on va porter dans le cadre des normes comptables qu'a présenté Lionel. Ce n'est pas tellement à ce niveau-là, mais c'est plus finalement pour comprendre un peu le marché, comprendre dans quelle direction va la technologie, qu'il y a tout un emploi des data science appliqués aux données aux éléments des brevets. Moi, j'avais une question sur, au fond, ce système comptable, est-ce qu'il est plus préjudiciable à certaines entreprises et moins à d'autres? Est-ce que finalement, tout le monde souffre de cet, entre guillemets, de cet état comptable où il y a des entreprises pour lesquelles c'est plus neutre? À partir du moment où, comme on est dans des sociétés de plus en plus immatérielles, toutes les entreprises souffrent de ce système comptable, mais les entreprises technologiques plus que les autres. Les entreprises technologiques de pharmacie plus que les autres. Si vous prenez des entreprises comme Amazon, Google, etc., vous allez avoir des valeurs comptables de ces entreprises qui sont totalement déconnectées des valeurs réelles de marché par rapport à la capitalisation boursière. Et cette déconnexion entre les valeurs comptables de ces entreprises et les valeurs réelles, ça s'explique essentiellement. Alors, ça peut s'expliquer par d'autres choses. On peut avoir de la plus-value latente sur des terrains, des constructions, des sièges sociaux, etc. Mais ça s'explique essentiellement par le fait que les incorporels, les immatériels, d'une manière générale, les immatériels, ce n'est pas que les brevets, ce n'est pas que les logiciels. On a aussi une problématique avec ce qu'on appelle les incorporels non identifiables, tels que le savoir-faire, tels que la capacité d'innovation, le savoir-faire, capacité d'innovation, management du personnel, etc. Tous ces éléments, on ne sait pas alors pour le coup, le savoir-faire, la notoriété, la capacité d'innovation ne sont même pas activables. Autant les brevets, on peut dans une certaine mesure les activer, s'ils sont achetés ou les frais de développement quand on arrive à démontrer que le projet a de fortes chances de réussir. Mais tout ce qui mesure la capacité d'innovation, la qualité du management, ces éléments, on ne peut pas on ne sait pas enfin, on ne sait pas. On ne les comptabilise pas, sauf cas très particuliers. Donc oui, ça impacte toutes les sociétés et encore plus les sociétés dans certains secteurs d'activité, notamment des nouvelles technologies. Marc, si un brevet permet de générer des profits à partir de son exploitation, cela se ressent avec un décalage temporel sur la valeur ajoutée. Donc, peut-on dire en ce sens que la valeur créée n'est pas occultée par la comptabilité? Alors, j'ai peut-être pas été très clair parce que c'est vrai que la présentation, j'avais pas mal de choses à dire, mais c'est vrai, c'est toute la difficulté. Normalement, le résultat de l'exercice, encore une fois, c'est la comparaison entre les recettes de l'exercice et les coûts qui ont permis de générer ce chiffre d'affaires. Quand on achète je vais faire la comparaison entre l'achat et la fabrication d'un brevet. Quand vous achetez un brevet, le brevet, il est inscrit à l'actif. Et puis, quand vous commencez à utiliser ce brevet va générer du chiffre d'affaires et en parallèle, vous allez amortir ce brevet. Et donc, le coût du brevet va être étalé sur la période d'utilisation et donc l'amortissement du brevet va être étalé sur la période d'utilisation en parallèle avec le chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est de faire ressortir la marge ou la valeur ajoutée générée par le brevet. Quand on est dans le… Donc là, il y a pour répondre à la question de Marc, là, il n'y a pas de décalage temporel. Les coûts sont bien supportés lors de l'utilisation pour mettre en face des recettes générées par le brevet. Le problème, c'est que quand vous produisez le brevet en interne, toutes les dépenses qui n'ont pas été activées, elles ont été immédiatement comptabilisées. Alors que ce brevet ne va générer du chiffre d'affaires
que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsqu'il sera terminé. Et donc là, on a un véritable décalage dans le temps entre les dépenses de recherche-développement qui sont immédiatement comptabilisées et les recettes générées par les brevets qui apparaîtront en comptabilité une fois que le brevet commencera à être utilisé. Donc, il y a un décalage dans le temps. Donc, ça ne permet pas effectivement de faire ressortir dans le bénéfice comptable. Hein. Après, on peut le calculer, on peut calculer la rentabilité économique du brevet, sa valeur ajoutée, etc. Mais en tout cas, en comptabilité, ça ne permet pas de faire ressortir la marge réalisée sur le brevet. Je ne sais pas si j'ai été clair, Marc. Oui, c'est bon. OK. C'était plus par rapport aux autres questions qui disaient qu'effectivement la comptabilité était trompeuse. D'une certaine manière, non. À un moment donné, ça va bien ressortir en comptabilité là, ce qui est créé grâce au brevet en valeur, mais avec un décalage. Voilà. Ça arrivera plus tard. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura d'autres exercices futurs. Voilà. Dans les exercices futurs, au contraire, on aura de la valeur qui est en excès par rapport aux dépenses de l'exercice. Et qui s'expliquera par des dépenses de recherche-développement antérieures. Il y a effectivement un décalage dans le temps. Tout à fait. Tout à fait. Dès lors que ce n'est pas activé. Alors, pour la question sur les stratégies d'optimisation fiscale, là, par contre, j'avoue mon incompétence. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme stratégie d'optimisation fiscale via des brevets? Donc, existe-t-il des stratégies d'optimisation fiscale via le levier des brevets sur les normes fiscales nationales pour les entreprises innovantes présentes dans différents pays? Ouais. Là, je ne connais pas les règles d'optimisation fiscale. Je ne suis pas spécialiste en fiscalité, donc malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Dimitri, alors, si je peux me permettre juste de… C'est un petit peu peut-être anecdotique vu de France, mais peut-être pas au niveau mondial, mais il y a certains pays, par exemple, qui conditionnent le crédit d'impôt recherche ou l'équivalent du crédit d'impôt recherche, non pas à la dépense de R&D, mais au nombre de brevets. C'est-à-dire qu'ils conditionnent le crédit d'impôt au résultat et non pas à l'effort. Il y a un pays notamment qui est très connu pour ça, c'est la Chine. Et alors, ça répond un peu à la question sur l'optimisation fiscale, parce qu'on explique un peu en partie de cette manière-là l'explosion exponentielle du nombre de brevets en Chine, parce que les entreprises, en fait, elles ont intérêt à montrer qu'elles ont des brevets pour pouvoir demander ces crédits d'impôt recherche. Oui. Ouais, c'est intéressant, je ne savais pas ça. Donc, à quand la comptabilisation de l'information intégrée dans le capital savoir de l'entreprise, Dimitri, ou encore plus de l'information sciences et technologies? Capital savoir. Quand la comptabilisation de l'information intégrée dans le capital savoir de l'entreprise. Pas de réponse. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des… Je n'ai pas vu beaucoup de questions d'étudiants. Est-ce que tout est clair sur les brevets? Ça peut être une question d'éclaircissement, que ce soit Marc ou que ce soit Lionel. Ce n'est pas des sujets toujours très simples, mais… Non. Vous avez été exceptionnellement clair, je crois. Ah, oser. Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce que je dois avouer que je n'ai pas lu l'intégralité du numéro spécial, mais Marc, est-ce que dans les différents papiers, le brevet est considéré comme un moyen de coordination entre les entreprises, que ça pourrait être, c'est souvent utilisé, on dit aussi comme un moyen d'intégrer des collaborations recherche et développement, parce que ça peut être des moyens de négociation très forts, mais aussi de montrer ce qu'on est capable de faire. Et donc, ça peut avoir les deux côtés quoi, dans une collaboration R&D. Est-ce qu'il y a des travaux récents sur ces sujets-là ou… Alors, il y a des travaux qui sont effectivement en lien avec ce que j'ai évoqué sur l'innovation ouverte. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, pour aller vers les autres, pour développer une coopération, que ce soit avec des concurrents ou même avec des fournisseurs ou des clients, donc en amont ou en aval, il faut savoir délimiter juridiquement qu'est-ce qui appartient à qui avant la coopération et donc qu'est-ce qui est le résultat de la coopération.
Donc, pour attester de qu'est-ce qui appartient à chacun avant la collaboration, eh bien, les brevets sont très utiles puisqu'ils permettent effectivement de verrouiller cet aspect-là. Et on va d'autant plus facilement aller dans l'activité coopérative qu'on a bien verrouillé ça et que donc on saura bien démêler qu'est-ce qui a été apporté par la coopération par rapport à ce qui préexistait. Et ce qui aura été apporté peut prendre par exemple la forme de co-brevet ou d'autres formes, ça dépend, hein. Il y a différentes règles. Bon, voilà. Mais de ce point de vue-là, oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le brevet est très loin d'être antinomique avec la coopération. Bien au contraire, il peut favoriser l'innovation ouverte. Alors évidemment, ça dépend aussi de qu'est-ce que l'on met sous le vocable innovation ouverte. D'accord ? Donc si innovation ouverte, c'est coopérer en R&D avec d'autres et ne pas rester juste fermé sur soi de manière complètement intégrée, alors oui. Par contre, si on n'a pas comme innovation ouverte quelque chose qui est complètement libre de droit, alors là, effectivement, non, c'est antinomique. Voilà. Il y a un petit peu cette difficulté quand même, hein, c'est que dans la diffusion d'innovation ouverte, finalement, il y a des variantes, et selon la variante que l'on prend, effectivement, on peut dire, comme moi je l'ai avancé, que le brevet est tout à fait compatible et même favorable à l'innovation ouverte, on pourrait dire que c'est antinomique. Ouais. Quand on prend des grands groupes comme Philips qui font de l'innovation ouverte, c'est plutôt dans le sens de ce que tu dis, que complètement ouvert, d'avoir accès à… Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, j'imagine, qui ont des stratégies de coopération ouverte, complètement ouvertes, c'est-à-dire qui donnent accès à l'intégralité. Ou alors, si, il y a pu y avoir, mais uniquement sur des parties, par exemple sur des applications possibles de certains… Alors, de mémoire, hein, j'espère ne pas dire de bêtises, mais de mémoire, le développement, par exemple, de toute électronique pour le calcul a pu être favorisé par le développement du système ouvert pour les logiciels. Ouais. Parce que ça multipliait les applications possibles. Donc, une entreprise faut avoir tendance à commencer à créer un système, le laisser ouvert pour favoriser son développement et donc développer le marché en amont pour ce qu'elle produisait en aval, pardon, l'inverse, développer en aval le marché de cette manière-là pour finalement augmenter la rentabilité de ce qu'elle faisait en amont. Bien, on arrive presque à la fin de la séance, donc s'il n'y a plus de questions ouvertes, je vais peut-être laisser la parole à Blandine qui nous… Ah ben voilà, je ne sais pas si ça a été dit, mais je me demande s'il existe une spécificité pour le traitement comptable des poules de brevets. Ou est-ce que c'est brevet par brevet? Traitement comptable de pool de brevet, donc dans ces cas-là, c'est dans le cas d'achat d'un pool de brevet? Ou le dépôt d'un pool, d'avoir une… Marc, ça te dit quelque chose, les poules de brevet? Je comprends le principe, mais après… Pour la disons que généralement, comptabilisation. la constitution de poules de brevets va avec un système de licence croisée. Donc, dès lors qu'il y a licence, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus facile d'activer la valeur. Là, je me retourne du coup vers Lionel. Oui, s'il y a licence, oui. Puisque là, il y a une contrepartie qui est… voilà. On sait que ça va se traduire par des avantages économiques futurs. Parce que pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, mais le pool de brevets, effectivement, on va créer un paquet commun de brevets qui n'ont pas forcément le même propriétaire, mais c'est une sorte de club, c'est-à-dire à partir du moment où j'apporte un brevet, j'accorde, souvent ça va de pair avec un système de licence pour tous les membres du pool, et inversement, moi je reçois une licence sur tous les brevets du pool. Et donc à ce moment-là, alors après la licence elle peut être gratuite, à ce moment-là évidemment ça recrée une complexité. Et après la licence elle intervient dans un second temps une fois que les brevets sont déposés. Oui. Donc la comptabilisation elle est déjà intervenue en fait. Donc après, il y a une question d'un étudiant M2 qui dit sur la phase de recherche, vous avez parlé des impacts négatifs sur le résultat de l'entreprise. Pouvez-vous nous expliquer? Sur la phase de recherche, c'est tout simplement le fait qu'on ne va pas reconnaître les dépenses de recherche comme des investissements. Et donc, on va tout simplement les enregistrer en charge au compte de résultat.
et d'où une diminution du résultat de l'entreprise. Au lieu d'enregistrer les frais de recherche comme un investissement, comme un élément d'actif, on va les enregistrer comme des dépenses en charge, et donc ça va venir diminuer le bénéfice de l'entreprise. Et après, le cadeau empoisonné dans le cadre des brevets de Tesla, est-ce que vous pourriez en dire plus? Oui, alors, donc en fait, pourquoi cadeau empoisonné? Parce que Tesla a dit, voilà, j'ouvre complètement mon portefeuille de brevets. Donc, je reste propriétaire de mes brevets. Ils n'ont pas fait tomber les brevets dans le domaine public, ils sont restés propriétaires. Ils ont dit, quiconque veut utiliser les brevets peut le faire. Donc, est-ce que c'est juste un don comme ça, complètement gratuit? Notre analyse fait plutôt ressortir que non. En fait, à quoi c'est destiné? C'est destiné à inciter, à détourner en quelque sorte les concurrents de leur propre effort de recherche et développement. Puisque les concurrents sont mis devant un arbitrage. Est-ce qu'eux continuent à essayer de développer leur propre recherche et développement, par exemple sur les solutions pour les batteries embarquées, etc. Ou est-ce qu'ils s'alignent sur la technologie brevetée par Tesla? Alors, évidemment, ils sont incités à s'aligner puisque les brevets sont gratuits. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont vraisemblablement diminuer leur effort de R&D, se reposer exclusivement sur la technologie de Tesla, ce qui va permettre à Tesla de garder son leadership. Puisque Tesla, lui, va sans doute continuer son activité de recherche et développement, continuer à avoir son temps d'avance et donc à pouvoir continuer à proposer des solutions toujours plus innovantes que les concurrents. Donc, quelque part, c'est un poison empoisonné au sens où, pour les concurrents, ça peut bien être intéressant parce que ça leur donne accès gratuitement à la technologie du moment, mais toujours avec un temps de retard. Donc, nécessairement, en termes de différenciation du produit, en se cantonnant finalement à des produits moins performants que ceux de Tesla. Bien. Eh bien, il est 3h30. J'espère que tout le monde a pu poser ses questions et je pense qu'on va clore la séance ici. Je voulais remercier Marc et Lionel pour leur intervention qui était très intéressante et sur un sujet, les brevets, on en parle depuis longtemps et on se dit tout a été dit sur les brevets, mais non, de loin de là. Il reste plein de questions intéressantes à traiter sur ce sujet-là. Je vais passer la parole à Blandine qui va vous parler de la prochaine manifestation du RRI en décembre. Oui, c'est ça. Donc, merci Mireille et merci à Marc Baudry donc, et à Lionel Touché pour ces interventions vraiment très intéressantes sur le numéro de technologie et innovation que vous pouvez retrouver en ligne en intégralité sur le site de ISTE. Peut-être que quelqu'un va publier le lien pendant que je suis en train de parler. Dimitri l'a déjà fait au début. Peut-être que ça a été fait, oui, voilà, au début. Donc, vous pouvez le retrouver dans les commentaires pour avoir accès au numéro dans son ensemble. Donc, effectivement, la prochaine réunion, enfin, le prochain événement du réseau de recherche sur l'innovation, c'est, et ça correspond bien à ce que Marc a dit, il manquait un peu une dimension historique. Donc, voilà, elle sera là le 7 et le 8 décembre, puisque le colloque qui est organisé par nos collègues de l'INSA de Lyon porte sur imaginer le futur à partir du passé. Et il y a certaines interventions qui vont traiter de succès technologique, d'échecs technologiques, et donc aussi forcément de propriété intellectuelle, mais aussi de l'usage des brevets pour comprendre les trajectoires des entreprises, qui seront aussi traités, et puis plein d'autres sujets, je ne peux pas tout vous dire. Alors tout à l'heure, j'avais préparé le lien pour le publier juste à ce moment-là, mais excusez-moi, j'ai fait une petite maladresse technique et je l'ai publié un peu trop tôt. Donc vous le retrouvez aussi dans les commentaires, il y a le lien pour vous inscrire à ce colloque donc, qui a lieu le 7 et le 8 décembre, ce sera en ligne. Et toutes les sessions ont leur propre fiche d'inscription, donc n'hésitez pas à aller voir le programme à partir de ce lien et vous trouverez le programme, et puis de pouvoir vous inscrire à chacune des sessions.
dans ce cadre aussi, dans le cadre de ces 2 journées, il y aura une session qui sera accordée à l'Assemblée générale du réseau de recherche sur l'innovation, auquel vous êtes bien sûr invités pour voir un petit peu les activités plus globalement menées par le réseau et puis les projets futurs. Enfin, le prochain mardi de l'innovation aura lieu donc le 19 janvier prochain et concernera le dernier numéro de la revue, la sortie du dernier numéro de la revue Marché et Organisation. Bien entendu, nous allons en faire aussi la promotion sur les réseaux sociaux et au travers de notre site internet. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces discussions riches sur différents thèmes qui ont trait donc à l'innovation. Encore une fois, merci à tous et en vous souhaitant aussi nombreux pour les prochains événements.